Eh ben oui, c'est Ulrike Reichner. Wie Bonjour, geht's, Ulrike? bonjour, bonjour, ça va bien, merci. Chez Ouais, vous? ouais, oui, écoute, ici, il y a un temps triste. Triste, c'est parce que Friedrich Merz va rencontrer Emmanuel Macron Oui, aujourd'hui je et crois que c'est la pluie. c'est un signe des dieux. Et justement, on va parler dans ce à l'Est, quoi de nouveau? On va parler qui complète, je le rappelle, le journal des Habsbourg que tu nous rédiges dans les colonnes du Courrier des Stratèges, puisque je le redis à nos lecteurs, à nos auditeurs, les interventions sur YouTube sont importantes, mais elles ne remplacent pas les analyses fouillées que nous faisons de haute qualité, une dizaine de papiers par jour sur les différentes questions de notre époque, que ce soit internationale, Mmh. géopolitique, économique ou nationale. Et dans ce cadre, nous avons l'honneur de pouvoir vous faire lire, chers lecteurs, régulièrement Ulrike Reisner, qui nous fait le journal des Habsbourg, c'est-à-dire le journal des pays germanophones d'Europe. C'est un contenu que personne ne fait en France, d'avoir une colonne dédiée au monde germanique. Et beaucoup de Français adorent parler du couple franco-allemand, alors que C'est ça, exactement. les Allemands parlent du moteur franco-allemand, nous parlons du couple franco-allemand, mais nous sommes un couple qui, au fond, s'intéresse bien peu à son épouse, si on peut imaginer que l'Allemagne soit féminisée. Alors, Ça c'est vrai, hein. Mais bien. parle-nous de l'Allemagne, justement, puisque tu as fait des papiers hier, lisez les papiers très Oui, importants oui, dans lesquels oui, tu oui, 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 c'était un peu, hectique hier, il y avait un tout petit peu de chaos, à Berlin. Je vais expliquer un peu parce que pour nous, dans le pays germanophone, c'était vraiment quelque chose hier. Alors, il faut pas sous-estimer ce qui s'est passé hier, à Berlin. Bon, on sait bien, que, Friedrich Merz, dont, le parti conservateur a gagné les élections, en février, voulait devenir, chancelier en Allemagne. Bon, selon la constitution, il faut une élection. C'est-à-dire, en Allemagne, c'est un peu différent, par exemple qu'en Autriche. En Autriche, c'est le gouvernement qui est élu par, le parlement. En Allemagne, c'est le chancelier. Alors c'est la personne qui est élue chancelier d'Allemagne et hier, il y avait, le premier tour et il y avait, comme j'ai dit, une grande surprise parce que Friedrich Merz a échoué hier matin au premier tour. C'était quelque chose parce que c'était la première fois après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait une situation comme cela. Et c'était pour ça que on a interrompu la session. C'était tout à fait, tout le monde était complètement confusé. On a commencé à demander à des juristes quoi faire maintenant, etc., etc. Bon, selon la constitution allemande, la majorité absolue de tous les députés représentés au Bundestag est requise pour être élu chancelier. C'est en ce moment, ce sont 630 députés, c'est-à-dire il faut donc 316. Et Friedrich Merz a obtenu pas ces 316, mais seulement, je pense, 309, quelque chose comme ça. Mais il faut dire que l'Union et le SPD, qui forment actuellement le nouveau gouvernement, en ont 328 à eux deux, c'est-à-dire pas tous les députés de cette coalition ont voté pour Merz. Ça, c'était le petit scandale hier. Et après ça, c'était pas Est-ce clair. qu'on peut
Est-ce Pardon? qu'on sait est-ce qu'on sait pourquoi certains n'ont pas voté pour Merz? Non, parce que ce sont des élections, clandestins. À Alors, bulletin secret. pardon? En français, on dit à bulletin secret. À bulletin secret, bon. Mmh. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a voté pour Merz et qui n'a pas voté pour Merz. Bien sûr, il y avait, tout à fait des spéculations, mais, après ça, on avait l'impression que c'était, plutôt, la volonté, des partis, qui voulaient former ce gouvernement d'avoir une seconde tour. Mmh. Et c'était, pas tellement, facile parce que la constitution prévoit un délai, maximal de 14 jours pour un second tour. C'était le fait. Hem, En tout cas, cela pour des bonnes raisons, parce que cela permet de se concerter à nouveau de manière approfondie. Mais hier, c'était manifestement, pas le souhait de la majorité. Alors on voulait avoir un chancelier, on voulait avoir un gouvernement parce qu'on sait bien, qu'on est dans cette, semaine des anniversaires, de la fin du 2e guerre mondiale, c'est-à-dire, il y a, des rencontres à Paris, à Varsovie, il y a aussi des choses à Kiev et cetera. Pour démontrer, qu'il y a une Europe, qui est forte, et cetera et cetera. Bon, il fallait donc une majorité de 2/3 pour décider, que le 2e tour aurait lieu immédiatement. Et Merz a apparemment réussi à convaincre hier la gauche et les Verts pour ces 2/3 au Bundestag. Et tous les groupes parlementaires du Bundestag, devaient accepter de renoncer au délai. Ça, c'était important, hein. Et l'AfD a également donné son accord, de renoncer au délai. On a voté une 2e fois et après ça, ça y est, il était chancelier. Est-ce qu'on sait quels arguments il a utilisés pour convaincre notamment l'AfD, mais pas que, de revoter tout de suite? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit? Hem, bon, pour l'AfD, c'était une situation très agréable, hein, parce que soit que Merz n'aurait pas lu, bon, alors ça aurait été un choc pour tous, mais pas pour l'AfD. Bon, il est élu maintenant, mais il est, comme j'ai écrit dans mon petit texte, dans le courrier de stratège, il est déjà un canard, comme on dit, un canard boiteux. Alors, Pour l'AfD, c'est une situation très agréable, même, mais c'est une chose à part, même s'il y a maintenant des grands problèmes pour l'AfD en Allemagne, parce que, on a constaté, au service, secret, que l'AfD, est une partie d'extrême droite. Mais c'est une autre chose. Mais pour l'AfD, hier, la situation était bien agréable parce qu'on a vu que Friedrich Merz est un chancelier déjà affaibli et qui est un leader d'un gouvernement énormément affaibli. profites-en quand même pour nous dire, et on finira sur Merz après, profites-en pour nous dire l'AfD, l'histoire de l'AfD, parti d'extrême droite, c'est quoi? Bon, alors il faut toujours, souligner et se souvenir, que je me souviens très bien, quand l'AfD a été fondée, on a parlé, surtout, c'était des critiques, en ce qui concerne l'endettement de l'UE et l'endettement dans le zone euro. Ça, c'était le sujet central. Et bien sûr, l'AfD a réussi à, comment dire? À rassembler tous les gens qui sont pas satisfaits avec, la situation en Allemagne et ce sont de plus en plus de gens chaque jour. C'est-à-dire, c'est comme, chez le FPÖ, c'est le parti, libéral, en Autriche, qui a aussi
estimés d'être nationalistes, droite, etc. Mais c'est la même chose. Ce sont des grands partis populaires, populistes, qui rassemblent beaucoup de gens de plusieurs lagers. C'est-à-dire, il y a bien sûr quelques partis, disons, dans le cadre de l'AfD ou de son entourage, qui sont nationalistes, par exemple, qui ont des opinions extrémistes. Mais le fait que les services secrets ont classé l'AfD maintenant dans son ensemble comme un parti d'extrême droite, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment délicat. Pourquoi? Pourquoi c'est délicat? De nombreux experts estiment que ces services, les services secrets allemands, ont clairement outrepassé leurs compétences par faire ça. Et ils estiment que les services secrets ont suivi des directives politiques. L'ancien ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, membre du Parti social-démocrate, a contesté cette décision. Et c'est désormais Alexander Dobrindt, c'est le membre de la CSU, c'est le parti conservateur de la Bavarie, qui devient ministre de l'Intérieur. Lui aussi, il a des problèmes avec l'AfD, mais moi, je pense qu'il se montrera certainement plus prudent en ce qui concerne cette question. Pourquoi c'est délicat? C'est délicat parce que cette classification comme parti d'extrême droite permet une surveillance accrue du parti. Par exemple, des écoutes téléphoniques, des observations, etc. Et tu comprends très bien que si on pense disons, les libertés profondes, c'est-à-dire alors aussi la liberté des politiques, des partis politiques, etc., c'est vraiment délicat. Hein. Mais parce il faut rappeler, parce que c'est pour les Français, c'est pas du tout clair, les implications, puisque nous, en France, le ministre de l'Intérieur, à chaque élection, classe les partis politiques et à une époque avait classé le Rassemblement national dans l'extrême droite. Euh, et en fait, en Allemagne, il y a une petite différence, c'est que la loi fondamentale allemande de 1949 interdisait les partis d'extrême droite. C'est vrai, exactement. Voilà. C'est vrai, Et donc ça exactement, change le parce que mécanisme. c'est la même chose en Autriche. Il faut souligner ça, parce que c'est notre histoire. Mmh. J'ai commencé à déclarer qu'aujourd'hui ou dans cette semaine, ce sont des fêtes pour l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, il faut toujours souligner ça. Pour nous, dans les pays germanophones, particulièrement en Allemagne et en Autriche, le soi-disant extrême droit, c'est vraiment délicat parce que chez nous, c'est interdit, mais il faut aussi constater qu'il n'y avait pas une déclaration claire en ce qui concerne cette décision des services secrets. Alors, c'est quoi le problème maintenant avec l'AfD? On a entendu parler, par exemple, c'est le problème avec la migration parce que l'AfD soit contre les migrants, contre les droits fondamentaux des migrants, etc. Mais c'est, à mon avis, c'est très, très, très délicat. Hein? Parce que on parle aussi d'une demande d'interdiction. Et tu vois bien il y a un systématisme, un système derrière cette décision parce que interdire une partie en Allemagne, c'est vraiment difficile. Pour des très bonnes raisons, il faut constater ça. C'est pour ça, il y a, il est très difficile de faire ça.
une demande comme ça ne peut être déposée que par le Bundesrat ou le gouvernement. Et puis, la Cour constitutionnelle doit statuer. Et il y a des très, 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 très grandes demandes pour prouver ça. Mais maintenant, avec cette décision des services secrets, c'est possible d'observer, par exemple, l'AfD et de faire une collection de preuves. Alors, tu peux imaginer que ici, dans le pays germanophone, ça a évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats et de discussions. Hein, parce qu'on parle d'un état profond, d'un état d'observation, et au moins, il faut constater que l'AfD a rassemblé de très bon 20% dans les élections en février. Alors, c'est vraiment quelque chose. Et je me permets de rappeler une chose qui est bien importante. On se souvient très bien ici que le Parti social-démocrate allemand et d'autres partis socialistes ont été interdits dans l'Allemagne nazie après l'arrivée au pouvoir des national-socialistes. Il faut toujours se souvenir de cette affaire. Pour nous, c'est vraiment quelque chose et on peut bien imaginer que dans une atmosphère comme ça, dans l'ambiance comme ça, les événements d'hier, c'était vraiment quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire, et après je te reposerai une question sur Merz, est-ce que tu peux nous dire comment le 8 mai, la fête du 8 mai, puis du 9 mai en Russie, puisque Staline avait signé plus tard, on va dire ça comme ça, l'armistice. Est-ce que tu peux nous dire comment le 8 mai est vécu en Allemagne, y compris par l'AfD? Il faut, il faut être. Moi, je suis franche. Chez nous, c'est pas grand-chose. C'est la date de notre défaite. Bon, il faut constater ça. Bien sûr, normalement, il y a de petites fêtes en ce qui concerne, disons, la fin de la guerre. On se souvient des victimes de Holocauste, etc., etc. Mais il y a, du point de vue des pays germanophones, il n'y a rien à fêter. Il faut constater ça. Pourquoi tu te réjouis de l'affaiblissement de l'Allemagne avec ce qui est arrivé à Merz? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons pour expliquer ça. C'est pour ça que je pense pour, par exemple, des spectateurs, des lecteurs en France, c'est pas assez facile de comprendre ce qui se passe. Ça a beaucoup, il y a beaucoup de raisons dans Merz lui-même. C'est-à-dire, il y a des raisons multiples. Merz était et Merz reste une personne très impopulaire chez nous. Il est considéré par beaucoup comme arrogant, comme prétentieux et bien moins homme d'État que lobbyiste. Il faut toujours se souvenir que Merz, juriste, avocat, a travaillé pour des grands cabinets d'avocats aux États-Unis. Il est lobbyiste pour les États-Unis. Il était aussi lobbyiste du BlackRock en Allemagne. On sait qu'il y a toujours des liens avec l'industrie financière des États-Unis. Et c'est pour ça qu'il est très, très impopulaire. Non seulement, disons, dans la rue, mais aussi, il me semble, chez les autres partis. Alors, il n'est pas un homme qui peut bien rassembler. Il n'est pas un homme d'État. Hein. Il est un personnage très difficile. Il faut se souvenir, il y avait même des problèmes avec Angela Merkel et ça veut dire quelque chose. Hein, ça veut dire quelque chose.
Et de plus, il faut constater que les actions de Merz depuis les élections fédérales du février ont été très, très controversées, notamment la modification de la Constitution pour assouplir le frein à l'endettement. Alors, il y avait beaucoup de discussions de cette chose. Merz, il faut expliquer, Merz est, par exemple, est en opposition avec une partie de l'SPD, des sociodémocrates et des Verts sur la question de la migration. D'autre part, il est en opposition avec une partie de sociodémocrates et du gauche, Die Linke, de gauche, sur la question de livraison d'armes en Ukraine. Et ça c'est aussi intéressant, Merz est en opposition avec une grande partie du monde économique en Allemagne qui lui reproche de faire trop de compromis. C'est un grand débat chez nous. Hein. Il y a beaucoup des leaders, il y a beaucoup des entrepreneurs qui disent alors il faut faire quelque chose parce que il y a de très grands problèmes en Allemagne, en Autriche bien sûr aussi. Il y a des faillites, il y a des problèmes avec les coûts du travail, etc., etc. Et on a bien observé ce qu'il a fait Merz pour former ce gouvernement. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de compromis. Et c'est pour ça qu'il est aussi en opposition avec une grande partie du monde économique. Ça veut dire qu'on parle maintenant d'une ambiance en Allemagne qui ne supporte pas trop ce nouveau gouvernement. Alors, moi, j'ajouterai un point de vue. Je voudrais que tu nous parles de la Roumanie, Mmh. parce qu'à mon avis, il y a un lien entre ce qui se passe en Roumanie et la décision de classer l'AfD comme parti d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation en Roumanie? Tu as déjà fait un papier dans le Courrier, j'invite nos lecteurs à le lire, sur les positions de Simeone et sur sa position vis-à-vis de la Moldavie. Alors, c'est un sujet important puisqu'on sait que la Moldavie est un État très pro-américain avancé sur le territoire ukrainien, entre la Roumanie et l'Ukraine, avec un tout petit bout qui pose problème, qui est la Transnistrie, qui est beaucoup plus pro-russe. Donc il y a des enjeux extrêmement importants en Roumanie. Fais-nous un point sur ce qui s'est passé en Roumanie. Mmh mh. Mmh. Il faut constater, que j'observe avec, beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Roumanie, parce que, ce qu'on peut observer maintenant, ce sont des grands fractures en Europe, qui sont aussi, disons, qui datent très, 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 très longtemps après la Deuxième Guerre mondiale et cetera. Alors, mais pour les faits, le candidat nationaliste Georges Simeone a surpassé avec 40 de voix même le résultat obtenu par Călin Georgescu en novembre dernier. Il faut rappeler que ces élections ont été Truqué. oui. Euh, et maintenant, lors du second tour, Simeone affrontera désormais le maire pro-européen de Bucarest, Nicu Zurdan, qui a obtenu quelques 21%. Pour les faits, Georges Simeone lui-même a déclaré, je pense, dans l'une de ses premières déclarations après l'annonce des résultats, qu'il continuerait à soutenir Călin Georgescu pour accéder à la tête du pays. Le second tour des élections aura lieu le 18 mai, pardon. Ce résultat suscite de nombreuses discussions dans le pays même. Alors, il faut lire les médias. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'analyses, beaucoup des débats, mais aussi dans les régions voisines et à Bruxelles. Commençons
avec Bruxelles parce que c'est plus facile. À Bruxelles, on craint désormais que la Roumanie ne s'allie à la Slovaquie et à la Hongrie pour former une minorité de blocage au Conseil européen et bloquer ainsi, par exemple, le soutien à l'Ukraine. Alors ici, il y a aussi ce narratif d'extrême ou de droite, des nationalistes, etc., qui s'opposent à la politique de Bruxelles, à une politique pro-européenne. Ce qui se passe en Moldavie, c'est encore plus intéressant et il faut expliquer un peu. La Moldavie s'inquiète pour sa propre souveraineté qui, selon quelques-uns, pourrait être mise en péril par la Russie ou par la Roumanie elle-même. Et ça, il faut expliquer par le manifeste du parti de Simeon. Le parti de Simeon, c'est l'Alliance pour l'unification des Roumains. Et dans son manifeste, ce parti de Simeon se prononce en faveur d'une réunification de la Moldavie et de la Roumanie. Et maintenant, je cite, je cite, estimant que la division artificielle de la nation roumaine, conséquence douloureuse du pacte Ribbentrop-Molotov, doit être surmontée pacifiquement afin de garantir la stabilité en Europe du Sud-Est. Alors ça, j'ai cité. C'est-à-dire, on parle maintenant d'une question qui est aussi très délicate. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr quelques-uns qui disent, oh mon Dieu, ce sont des espoirs nationalistes. La Moldavie va perdre sa propre souveraineté, etc. D'autre part, il faut constater qu'il y a toujours le droit des peuples à la autodétermination. C'est ce que je voulais dire, c'est il y a beaucoup de gens en Moldavie qui sont roumains, qui sont de la nationalité roumaine. C'est pour ça, c'est pas une question qui est très facile à répondre. C'est pas noir ou blanc. C'est difficile parce que ça a des raisons, ça a des longues histoires, ça a des traditions en ce qui concerne les ethnies, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la géographie, etc., etc. Il me semble presque 30 ans après que c'est quoi en français, The Iron Curtain? Après le rideau de fer. Le rideau de fer est tombé et après 35 ans maintenant, il y a dans quelques pays, soit en Roumanie, soit en Hongrie, aussi à la Pologne, il faut dire ça, il y a des ressentiments, des vieux ressentiments qui sont toujours là. Et il y a disons, des leaders des partis politiques plutôt nationalistes ou populistes qui utilisent ces narratifs et ces ressentiments pour une ambiance et aussi pour gagner des voix. C'est pas une chose typique pour la Roumanie, c'est pas une chose typique pour un homme comme Georges Simeon. On peut observer des choses comme ça. J'ai écrit aussi, je pense, lundi, un petit texte sur la Pologne parce qu'on aura les élections présidentielles, je pense, dans 2 semaines, quelque chose comme ça, 1 semaine, 2 semaines. Et il y a aussi des ressentiments maintenant qui sont évoqués par quelques candidats en ce qui concerne la situation entre l'Allemagne et la Pologne. Et en Roumanie, c'est vraiment délicat parce que, retournons à la Roumanie, Georges Simeon est interdit d'entrer en République de Moldavie depuis 2018.
parce qu'il est soupçonné d'avoir des liens avec des services secrets russes et d'avoir participé aux attaques hybrides de la Russie contre la Moldavie afin de saper son orientation pro-européenne et les résultats des élections présidentielles. Bon, ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, ce sont beaucoup de débats. Il y a une ambiance qui est très difficile, non seulement en Roumanie, mais dans quelques pays européens. Mais si on retourne à la Roumanie, une dernière phrase peut-être. Euh, la Roumanie est un pays euh, qui est qui n'est plus intéressant que d'un point de vue militaire, hein, parce que la plus grande base de l'OTAN en Europe est actuellement en construction en Roumanie. Et un pays qui n'est plus intéressant que d'un point de vue militaire ou en tant que fournisseur des matières premières doit en tout état craindre pour son avenir souverain. Alors, c'est-à-dire, il y a beaucoup de problèmes en Roumanie, il faut toujours évoquer ça. Et s'il y a des populistes, il va toujours avoir des gens pour leur suivre. Mais est-ce que tu ne penses pas, je vais te dire moi mon sentiment, c'est que on voit bien qu'il y a, c'était notamment le Financial Times qui disait partout dans le monde, ce sont des candidats anti-Trump qui ont gagné aux élections, en Australie, on en a un peu parlé, au Canada, il y a un contre-effet Trump, partout sauf en Europe. Ce qui est d'ailleurs l'intelligence de Trump, c'est qu'il s'est appuyé sur un Steve Bannon qui mène de la propagande trumpiste en Europe depuis 2015-2016. Donc il a beaucoup œuvré pour créer, pour nourrir un populisme européen. Ça ne veut pas dire que ce populisme n'aurait pas existé sans Bannon. Ça veut dire que Bannon a organisé la récupération de ce populisme pour éviter que l'Amérique, de mon point de vue, hein, c'est mon point de vue, pour éviter que l'Amérique ne perde sa domination sur l'Europe, Bannon a eu l'intelligence de mettre en place des systèmes, Bannon, le général Flynn, ont eu l'intelligence de mettre en place des systèmes pour récupérer beaucoup de mouvements populistes européens. Et donc, il y a des candidats populistes qui continuent à gagner en Europe, manifestement. Et est-ce que tu ne penses pas que, alors que la France est confrontée au problème Marine Le Pen, du point de vue des mondialistes, du point de vue des globalistes, du point de vue des Européens, du point de vue de ce que j'appelle la caste, Marine Le Pen est un problème en France. On a vu le problème Călin Georgescu en Roumanie. On a vu comment Bannon avait bien orchestré la récupération de Meloni en Italie. Et on voit la difficulté qu'il y a à récupérer l'AfD de façon satisfaisante, même si on a vu que ça commençait. Mais est-ce que tu ne penses pas que les mondialistes ont décidé qu'il ne fallait surtout pas que l'Allemagne bascule dans le même problème et que donc, est-ce qu'au fond, les mondialistes ne se disent pas on va interdire l'AfD tout de suite? Ah, c'est une chose bien difficile à répondre dans une phrase. Mais je vais poser une autre question. L'Europe est-il souverain? Europe, une partie de l'Europe est occupée, toujours occupée par les États-Unis. Il y a des bases militaires. Et c'est ce que je vois, moi, si j'observe la situation en Europe, il y a beaucoup de questions depuis la Deuxième Guerre mondiale qui ne sont pas résolues. Tout à fait pas. Et maintenant, ce qu'on observe maintenant, ce sont des anciennes questions qui bouleversent. Hein. Et en ce qui concerne les populistes ou les nationalistes, ça, c'est le problème pour les mondialistes, parce que ce sont des partis qui veulent récupérer la souveraineté des États.
Mmh. Et ça, selon moi, c'est une raison pourquoi les mondialistes, les castes, les élites sont contre. C'est pas une question aussi pas, si on parle franchement, c'est pas une question du national-socialisme, c'est pas une question d'extrême droite et cetera. C'est une question internationalisme versus, nationalisme. Hein, c'est une question de souveraineté des États ou donner plus de souveraineté, par exemple, à Bruxelles. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question pour un homme comme Viktor Orban en Hongrie. C'est une question pour un homme comme Fico en Slovaquie. Pourquoi? Parce que si, par exemple, si Bruxelles va maintenant donner un autre paquet de sanctions envers la Russie et interdire du gaz russe et du pétrole de la Russie dans 1 ou 2 ans, c'est quoi à faire pour la Slovaquie et l'Hongrie? Ils sont dépendants de ces sources énergétiques. C'est-à-dire, pour des hommes comme Fico ou Orban, c'est une question de souveraineté, hein, de leur pays. Oui, oui, j'entends bien, mais on peut peut-être se mettre d'accord pour dire que certains nationalistes, certains populistes comme Giorgia Meloni ont été récupérés, neutralisés par les États-Unis, et qu'au fond, un Trump peut se dire Meloni est une alliée parce qu'elle est populiste, mais elle veut rester dans le dominium américain, et qu'il y a un certain nombre de forces en Europe. Donc on voit bien qu'en France, les mêmes populistes américains avaient fomenté, de mon point de vue, la candidature d'Éric Zemmour. Je pense qu'ils ont récupéré de fait Jordan Bardella en mettant de côté Marine Le Pen. Donc ils assurent leurs arrières, comme on dit. Et est-ce qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'il y en a des qui résistent? Fico, par exemple, moi, je ne suis pas convaincu qu'Orban soit complètement anti-américain. Je pense qu'il a un accord avec les Américains, même s'il ne le dit pas. Et qu'au fond, Orban, il est très content d'avoir un équilibre entre les États-Unis et la Russie dans la sphère d'influence hongroise, on va dire ça comme ça. Donc, il est moins inquiétant. Et je pense que les États-Unis ne contrôlaient pas Kalin Georgescu, et Kalin Georgescu a été éliminé. Et je me demande, je n'affirme pas, je me pose la question, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de se dire que l'AFD sera difficilement contrôlable et qu'il faut l'écarter, l'interdire, avant même qu'elle ne devienne un problème majeur? Ah, je suis franche, je peux pas répondre à cette question, mais j'ai 2-3 petites réponses en ce qui concerne l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, parce que ce sont tout à fait nos voisins ici. Premièrement, si on parle de l'Italie, il faut toujours avoir en tête que l'Italie, en ce qui concerne ses finances et l'endettement, est vraiment dépendant des États-Unis. Alors, ne parlons pas hein, des Italiens. Ils sont dépendants de l'industrie financière. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, un pays comme l'Hongrie, ce sont de petites économies, c'est-à-dire pour les petites économies, c'est pas une solution de dire nous sommes pro-russe ou disons pro-États-Unis. Orban a toujours souligné pour une petite économie, il est très important d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Hein. C'est difficile à comprendre parce que les médias et quelques partis politiques aiment bien dessiner noir, blanc, pro-Trump, anti-Trump, pro-États-Unis, contre États-Unis. Mais pour une économie comme l'Hongrie, la Slovaquie, etc., il y a toujours des problèmes qui se posent jour à jour. Hein. Et par exemple, si un pays comme la Slovaquie ou l'Hongrie est dépendant des sources énergétiques de la Russie, c'est contre-productif s'il lui est dit alors on va interdire ça. Parce que pour nous, c'est pas de problème. Et pour vous, reste chez eux. Hein? Reste chez vous, pardon.
Alors, c'est pour ça, hem, pour moi, je vois jamais des choses faciles. C'est toujours très compliqué et il faut toujours, regarder, ce qui va se passer maintenant en Allemagne. La situation en Allemagne, en ce moment, est vraiment fragile. Il faut constater ça. Je pense que c'est un gouvernement faible, et si la situation économique, hem, va s'aggraver et je crains ça va se passer, ce gouvernement aura beaucoup de problèmes et ça va bien sûr, aider l'AfD. Parce que comme j'ai dit, l'AfD, c'est un grand parti qui rassemble tous les gens qui cherchent un changement de la politique. Bon, écoute, merci beaucoup de tous ces éclairages et de ce débat. Exceptionnellement, je te publie mercredi, on va avoir une grosse journée vidéo du courrier mercredi, mais nous fêtons le 8 mai, je suis désolé. Heu, c'est amical, et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine et on retrouve tes écrits, et on fera, je le dis, demain, j'essayerai de faire un grand papier parce que ce qui ressort de ce que tu dis et que je partage complètement, c'est qu'en fait, autant aux États-Unis où on voit bien que Trump ne conteste la place du dollar telle qu'elle a été décidée aux accords de Bretton Woods de 1944. Qu'en Roumanie, où tu nous dis ils remettent en cause le pacte Ribbentrop-Staline, on voit bien que l'ordre de 1945 est en train d'éclater, notamment parce qu'il avait été conçu avec des États-Unis très puissants et le reste du monde appauvri et une Chine inexistante. Maintenant, il y a une maturité pour faire autrement et on voit bien qu'on est en réalité en train de vivre cette bascule du monde de 1945 à un autre monde. On espère tous que nous n'aurons pas besoin d'une guerre pour faire émerger ce monde nouveau, même si l'histoire très souvent montre que il faut passer par des guerres douloureuses pour faire émerger une société nouvelle. Mais donc, je ferai un long papier demain dans le courrier sur ce sujet pour un peu faire la synthèse de tout ce qui est dit. On te retrouve la semaine prochaine, Audric. Merci beaucoup. Volontiers, volontiers. À bientôt. À bientôt, merci.